De la RTGA, merci pour avoir choisi cette belle fréquence pour suivre cette émission à la découverte. La présentation de Jean-Pierre Katenda et la technique est assurée par Yannick Mahamba. Je vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Encore une fois, merci d'avoir choisi la RTGA, cette belle fréquence 88.1 MHz. L'émission à la découverte, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, la mobilisation des recettes dans les secteurs miniers en RDC, les défis, les enjeux et les perspectives. Voilà, je ne serai pas seul dans cette émission pour pouvoir aborder ce thème. Et il y a deux invités, deux confrères qui seront avec nous dans cette émission. Et nous avons Gustave Chibumbu de la RTNC2 et Orly qui va nous rejoindre incessamment. Et mon confrère Gustave, bienvenue à la RTGA. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre. Merci à tous les auditeurs de RTGA. Merci beaucoup d'avoir honoré notre invitation. La mobilisation des recettes dans les secteurs miniers en RDC, les défis, les enjeux et les perspectives. Comme vous le savez, M. Gustave, la RDC appelée scandale géologique par rapport aux différents minéraux que nous avons. Il y a plusieurs entreprises. Nous sommes comme une belle femme convoitée par le monde entier. Il y a des entreprises qui viennent pour exploiter des minerais dans notre pays. Mais le contraste, c'est que les développements durables, les développements locaux tardent à venir. Mais avant de commencer, comment on arrive à acquérir un carré minier dans notre pays, ce qui fait que les gens se bousculent, les opérateurs miniers se bousculent pour s'attraper, n'est-ce pas, un carré minier dans notre pays. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre. Je rappelle que si je participe à votre émission, je suis journaliste et je suis le président du réseau journaliste pour les ressources naturelles et la fiscalité. Je viens répondre à votre invitation pour que nous puissions échanger, parler, pousser les services à mobiliser davantage. Vous savez que la loi budgétaire pour l'exercice 2026 a été promulguée et donc maintenant les services sont appelés à maximiser, à mobiliser les ressources pour pouvoir répondre aux attentes de la population et surtout pour répondre à avoir les 20 quelques milliards de dollars qui sont dans la loi des finances 2026. Et pour mobiliser beaucoup parmi les secteurs qui font que les budgets de l'État puissent exister, il y a les secteurs miniers. Les secteurs miniers. Il y a les secteurs miniers, qui est un pilier d'ailleurs pour les budgets de l'État. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais dire que la République démocratique du Congo contient un nombre immense de substances minérales estimées à plus de 1100 substances, 1100 substances minérales.
Donc si il y en a qui parlent cobalt, diamant, or, cuivre, fer, manganèse, ils parlent, mais nous avons plus de 1100 substances minérales. D'autres substances qui ne sont pas encore découvertes. Oui, mais on n'exploite qu'une cinquantaine, pas même 100, pas même 200, mais une cinquantaine sur 1100 substances minérales. Ces ressources sont composées de métaux précieux, comme l'or, comme le diamant, comme le caramel, comme l'argent. Il y a les métaux de base. Nous avons les cuivres, nous avons les cobaltes, nous avons les zinc, le plomb. Il y a les minéraux stratégiques, comme on parle aujourd'hui. Il y a les coltan, tungstène, le tantal, le lithium, l'uranium. Ce sont des minéraux stratégiques. Et puis, les minéraux industriels, là, nous avons les fers, nous avons la manganèse, nous avons les thym, etc. Et sur les cinquantaines, parmi les minéraux les plus exploités, il y a les cobaltes, et la République démocratique du Congo détient la majorité, jusqu'à 70% des réserves mondiales. 70%. 70% des réserves en cobalt. Ce qui fait environ 3,5 millions de tonnes de réserves en cobalt. Donc, et les cobaltes entrent dans la fabrication des batteries électriques. Il y a également les cuivres, et le pays, nous en produisons beaucoup. Nous sommes le 4e ou 5e producteur mondial du cuivre. Nous avons les coltans. Les coltans qui est l'ensemble des niobium, tantal, et qui rentrent dans la composition des appareils électroniques, les smartphones, les ordinateurs. Ce sont les minéraux qui sont produits en République démocratique du Congo. Alors nous avons le diamant, l'or, l'argent, ce sont des métaux précieux, je l'ai dit. Et puis, il y a l'uranium. Même quand on fait la guerre, là, si on recourt à l'uranium, ça sera catastrophique. Et donc, c'est parmi les métaux les minéraux les plus exploités. Très importants pour l'énergie nucléaire, la fabrication de la bombe atomique. Il y a d'autres minéraux, les zinc, les plombs, les thym, les lithium. Et il y a autant de minéraux rares. J'ai parlé de 1100 substances minérales. En dehors de ces minéraux, parce que je rappelle que je suis journaliste, membre du réseau journaliste pour les ressources naturelles et la fiscalité, la RDC est dotée d'autres grandes ressources naturelles exceptionnelles, comme nous avons des forêts, et nous avons la deuxième grande forêt tropicale au monde. Il y a les eaux, nous avons des terres arables, nous avons une biodiversité incroyable, nous avons une faune riche, une flore, nous avons les gaz, nous avons du pétrole, nous avons les carrières. Donc, comme vous l'avez dit dans votre introduction, la RDC, c'est un pays béni, c'est un scandale géologique. Mais ce qui dérange, c'est qu'avec tout ce que je viens d'énumérer comme richesse, le pays vit encore sous le développement avec une population très pauvre. Très pauvre. Et très pauvre, pourquoi? Parce que lorsque nous prenons... Mais avant de continuer, je voudrais, avant de parler du développement de nos communautés locales, je voudrais qu'on revienne sur l'aspect minier. Puisque beaucoup d'opérateurs miniers qui viennent dans notre pays, toujours à la recherche des carrés miniers pour exploiter ces minéraux, surtout les minéraux stratégiques. Puisque nous allons revenir sur le développement local, les retombées, n'est-ce pas, de cette exploitation, et comment les gens qui exploitent dans une communauté, et ils empochent, n'est-ce pas, des milliers de dollars, et la population reste pauvre. On reviendra sur ça, mais je voudrais quelles sont les conditions pour avoir un carré minier dans notre pays? Bon, je montre qu'il y a trois procédures pour parvenir à exploiter les mines en République démocratique du Congo. Il y a 3 voies. La première voie d'accès, c'est de passer par les cadastres miniers. Et lorsque vous passez par les cadastres miniers, on vous donne les permis
d'exploration ou les permis d'exploitation. Et c'est la voie officielle, la voie voulue. Il faut passer par les cadastres miniers qui c'est vous octroyez le permis d'exploitation ou les permis d'exploration. Mais d'abord, dans un premier temps, lorsque vous voulez chercher les mines, vous passez par l'exploration, vous allez chercher, donc les permis de recherche. Vous devez chercher pour trouver que tel endroit, il y a tel minerai. Et lorsque vous trouvez qu'il y a tel minerai, vous pouvez alors solliciter le permis d'exploitation pour commencer à exploiter. Les permis de recherche viennent avant les permis d'exploitation. Si vous voulez passer par la recherche, parce que il faut dire que les sols congolais ou l'espace est déjà occupé par autant d'entreprises qui sont et dans la recherche, il y en a qui sont dans la recherche et il y en a qui exploitent déjà. Et les différentes entreprises d'ailleurs, il faut dire que le cadastre minier enregistre jusqu'au 7 juillet 2025 environ 3281 sociétés. 3281 sociétés qui exploitent les minerais de notre pays. Qui sont dans les secteurs, soit des carrières, soit des mines, qui exploitent au Congo. Environ 3281 sociétés qui exploitent déjà. Alors, c'est la première voie. Vous passez par le cadastre minier où vous allez obtenir d'abord les permis de recherche ou après les recherches, les permis d'exploitation. Il y a la deuxième voie qui est la voie des contrats, c'est-à-dire les sociétés de l'État qui ont des carrés miniers. Ils peuvent les céder aux autres entreprises qui viennent chercher, surtout les entreprises étrangères. C'est comme ça que vous allez trouver que la GECAMINE a cédé autant de carrés miniers aux autres entreprises étrangères qui exploitent. Et ils exploitent deux fois par joint venture, c'est-à-dire il y a des parts des uns et des autres. Et il y a la troisième voie, c'est par convention. Par convention, et là, c'est les gouvernements qui s'engagent. L'exemple de la SICOMINE, c'est une société minière qui exploite par convention. Donc voilà les trois voies pour tous ceux ou toutes celles qui veulent exploiter les mines en République démocratique du Congo. Alors, voilà. Voilà les trois voies. Les trois voies pour accéder aux carrés miniers en République démocratique du Congo. Ok, merci beaucoup, Monsieur Gustave. Oui. Comme vous l'avez dit, vous êtes président d'une corporation des journalistes. Donc, vous avez dit les trois voies. Et je reviens sur le nombre d'entreprises qui exploitent plus de 3000. Donc, puisque nous parlons de la mobilisation des recettes dans les secteurs miniers dans notre pays, la question qui reste à savoir, est-ce que ces entreprises, plus de 3000, est-ce qu'ils s'acquittent normalement de leurs droits, de verser, n'est-ce pas, de payer les impôts, payer les différentes taxes, est-ce qu'ils le font? Et est-ce que les institutions, les administrations de notre pays, est-ce qu'elles parviennent correctement et mensuellement, annuellement, à contrôler toutes ces entreprises s'ils versent régulièrement, n'est-ce pas, leurs taxes et payent les impôts? Ça, c'est la question majeure qui reste. C'est pourquoi nous parlons des défis. Quels sont les défis qui font qu'il n'y a pas une grande mobilisation des recettes dans notre pays? Les défis sont énormes. Je rappelle que sur la RTNC2, j'anime l'émission Les Grands Défis dans tous les secteurs de la vie nationale, mais dans les secteurs miniers, les défis sont énormes. Je voudrais dire que avec tout ce qu'on a vu comme richesse que détient la République démocratique du Congo, il y a une question qui se pose toujours. Que gagne la RDC et sa population avec toutes ces richesses, avec
autant d'entreprises qui sont dans les secteurs. Et nous avons mené beaucoup de recherches. J'annonce qu'il y a un rapport que GRNF, Journaliste pour les ressources naturelles et la fiscalité, va publier bientôt sur la mobilisation des recettes. Nous avons pris juste pour l'année 2024. Qu'est-ce que le pays a mobilisé comme recette dans le secteur minier? Est-ce qu'on a payé les redevances? Est-ce que la dotation a été payée? Est-ce que les fonds miniers pour les générations futures ont été bien collectés? Est-ce que les cahiers des charges pour les communautés locales ont été donnés, respectés? C'est autant de questions. Est-ce que la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires a été bien collectée? Voilà autant de questions que nous nous posons et nous avons travaillé là-dessus pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Et cette émission tombe à point nommé parce que le gouvernement va s'employer à mobiliser les recettes pour les budgets 2026. Et donc, il faut beaucoup d'éclairage. Les défis sont énormes. Les défis sont énormes. Je vais les énumérer tout à l'heure avec autant d'explications. Mais je voudrais encore, M. Jean-Pierre, vous allez me permettre de poursuivre pour dire il y a cette question encore qui se pose. Peut-on confirmer cette thèse de scandale géologique, mais avec une population qui vit dans la pauvreté? Dans la pauvreté. Lorsqu'on a enquêté, on a mené des investigations. Et pourquoi encore cette situation perdure des années? Le code minier a été amélioré, a été modifié, mais la situation perdure. On ne sent pas le changement. Alors, c'est là qu'intervient le problème de gouvernance. Avant d'arriver au défi, il y a un problème de gouvernance qui existe parce qu'on doit savoir qui exploite les mines. Qui exploite, oui, il y a des entreprises, nous avons parlé, 3281 entreprises qui exploitent les mines. Mais qu'est-ce que nous gagnons? Quels sont les dividendes gagnés? Est-ce que la population se retrouve dans tout ça? Jusque-là, non. À qui profite alors cette exploitation? Mais là, nous revenons à la question essentielle, donc la toute première question que vous êtes posée. Le régime fiscal que nous avons, malgré, n'est-ce pas, les révisions, n'est-ce pas, récentes, il y a toujours cette faible application, n'est-ce pas, des lois fiscales dans notre pays. Voilà. Puisque si ces entreprises appliquaient normalement ces lois, je crois qu'on pouvait assister à la maximisation des recettes dans ces domaines miniers. Voilà, je vais en arriver. Ici, je voulais dire que gagnent et les sociétés et la population. Les sociétés gagnent. Les autres pays qui viennent exploiter gagnent nos minéraux. Et les populations, jusque-là, ne se retrouvent pas. C'est peut-être les 10%. Et quand vous voyez les 10%, ce sont les services et les quelques gens du pouvoir. Mais la population ne gagne presque rien. Alors, les défis sont énormes. Il y a d'abord la faible application du code minier, du règlement minier et des autres dispositions légales qui évoluent ou qui garantissent les secteurs miniers. Il y a beaucoup de lois. Il y a beaucoup de lois dans les secteurs. Des textes légaux. Oui, mais qui ne sont pas appliqués. Et pourquoi on n'applique pas? C'est là qu'on parle de la corruption. C'est-à-dire, ceux qui sont censés passer, imposer aux entreprises la loi, les obligations légales, lorsqu'ils passent, ils sont corrompus et ils laissent faire. Il y a ça, c'est vraiment un défi. Donc la corruption. Je vous rappelle, quand j'ai mené des recherches pour savoir ce que le CAMI a dû récolter en 2024, qu'est-ce qu'il récolte? C'est la quotité ou les droits superficiaires que les CAMI récoltent pour les distribuer avec la DGRAD. Un carré minier
coûte 5 000 $. Un seul carré minier. Un seul carré minier coûte 5 000 $. Et un carré minier, parce que les gens parlent, là aussi il faut le dire, les carrés miniers... À quelle superficie? C'est environ 89 hectares. 89 hectares. Quand vous avez 89 hectares, c'est à peu près 8,9 kilomètres. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des titulaires des droits miniers qui peuvent avoir 472 carrés miniers, 600 carrés miniers. Et quand vous prenez 5 000 $ par carré minier, fois autant de carrés miniers, fois autant d'entreprises, vous avez combien? C'est des millions, c'est des milliards qui sont récoltés. Et quand on a mené des démarches pour savoir combien on a récolté, on n'a pas eu de réponse. On a écrit officiellement, on n'a pas eu de réponse. Et c'est là qu'intervient le troisième défi, qui est le manque de transparence. Il n'y a pas de transparence. Pourtant, le code minier consacre tout un chapitre sur la transparence. Et les entreprises minières, les services publics sont obligés de publier ce qu'ils reçoivent ou ce qu'ils déclarent. Ça, c'est aussi un autre défi. Nous avons encore un régime déclaratif. C'est-à-dire l'entreprise est libre d'aller dire, voilà, cette année, j'ai produit autant, comme il veut. Aucun service pour savoir est-ce que ce que cette entreprise déclare est réel, est-ce que c'est de la bonne information ou il y a des fraudes. Voilà. Il y a également l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, c'est-à-dire les prix des transferts. Il y a des entreprises, on vend des minerais aux entreprises étrangères à d'autres prix et on vient déclarer d'autres prix. Tout ça pour minimiser ou réduire les bénéfices qui devaient revenir à la République démocratique du Congo. Il y a des faiblesses institutionnelles. Dans le rapport d'AfriWatch, il faut... Quel rapport? Dans le rapport AfriWatch intitulé « Analyse de l'efficacité du système de recouvrement des impôts, droits et taxes applicables au secteur minier, cas des minéraux de la transition énergétique » publié en septembre 2024. Là, on parle des faiblesses des administrations. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'administration fiscale n'est pas à mesure de pouvoir contrôler tout ce qu'il y a comme évasion fiscale. Et aussi, n'a pas des outils appropriés pour pouvoir dénicher là où il y a des fraudes, ce qui fait que la gestion devient opaque. Il y a des conflits d'intérêts, il y a le manque de traçabilité, il y a la complexité des lois. Donc, c'est autant de défis qui font que il y a des pertes substantielles des recettes pour l'État et pour les communautés locales. Oui, merci beaucoup, Gustave. Il y a énormément beaucoup de défis et vous les avez énumérés. Mais l'enjeu reste, n'est-ce pas, cette transition énergétique mondiale. Comme je l'ai dit au début, la RDC comme une femme qui est convoitée par le monde entier. C'est ça l'enjeu majeur. Donc, puisque cette transition énergétique doit avoir des retombées, n'est-ce pas, sur la population locale, pour parler de développement durable. Maintenant, comment on peut arriver à changer la donne? Avant de répondre, nous saluons et Orly qui vient nous rejoindre au cours de cette émission où nous parlons de la mobilisation des recettes dans les secteurs miniers en RDC. Merci Jean-Pierre. Je salue aussi les vice-présidents du réseau des journalistes pour les ressources naturelles et la fiscalité, Orly Giamboukoulou. Je voudrais répondre, que faire pour pouvoir juguler? Que faire pour pouvoir mobiliser davantage? Je voudrais, avant de répondre à la question, dire à nos auditeurs qu'il y a des principes.
Le premier principe, c'est que les richesses que nous avons énumérées ici sont épuisables. Mais entre-temps, il y a le développement durable qui nous attend. C'est ça l'enjeu. En dehors de ce que nous pouvons ajouter comme la création des emplois, comme la transformation des minéraux et consorts. Mais l'enjeu, c'est que nous avons des minéraux pour développer durablement notre pays. Mais on n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des défis. Nous les avons énumérés. Je parle le même langage avec AfriWatch. Il faut digitaliser. Il faut digitaliser les opérations de toute la chaîne des recettes minières pour que lorsque vous payez votre taxe, par exemple, au Lualaba, les services centraux enregistrent l'opération qui est effectuée. C'est pour juguler la fraude. Il faut une discipline, il faut des sanctions. Il faut écarter tous les acteurs corruptibles. Merci beaucoup. Et lorsqu'on mobilise plus, nous l'avons dit au début, c'est pour les trésors publics. Et quand les trésors publics trouvent cet argent, là, il y a aussi un problème d'affectation. Des fonds. Des fonds. À quoi est-ce qu'on affecte les fonds qu'on a récoltés? Et là, nous revenons à la notion essentielle de la transparence. Voilà, il y a la transparence. Et quand même l'argent arrive. Merci beaucoup. Orly, comment on peut arriver à transformer la richesse minière en développement économique et social, puisque nous avons dit que l'enjeu, c'est le développement durable? Merci beaucoup, M. Jean-Pierre, pour nous avoir associés à cet exercice qui est très capital. La question que vous posez, c'est une question substantielle, dans la mesure où la RDC, c'est un pays à grande vocation minière, mais malheureusement, il y a un décalage, il y a contraste entre la vocation minière du pays et les développements. Alors la question, c'est de savoir comment traduire les ressources minérales du pays en développement concret sur terrain. Moi, je pense que il a peut-être été dit précédemment, mais je pense que la première des choses, c'est de pouvoir assainir d'abord la chaîne de collecte des recettes et d'affectation des recettes minières. C'est-à-dire qu'une fois que nous arrivons, les pays arrivent à mettre en place un très bon dispositif fiscal qui permet un assainissement rigoureux, aussi rigoureux qu'efficace, des recettes minières, mais aussi une affectation efficiente de ces recettes-là. Et bien, nous verrons qu'il y aura une traduction dans les concrets de l'incidence des ressources minérales que nous avons sur les développements. Assainir la chaîne. Assainir la chaîne des recettes, parce que nous avons un dispositif fiscal qui est aussi un peu bien structuré, mais il y a encore beaucoup à faire. D'abord sur le plan du cadre légal, parce qu'il y a aujourd'hui il y a un problème de coordination. Il y a plusieurs services qui collectent les recettes minières. Il n'y a pas de transparence dans cette dynamique-là de collecte des recettes minières. Et ce manque de transparence-là est avant tout dit à quelques problèmes, quelques faiblesses qui caractérisent notre dispositif fiscal en matière minière. Une fois qu'on a revu un certain nombre de textes sur la collecte des recettes minières, nous aurons déjà un atout important pour pouvoir maintenant traduire ces richesses en développement concret. Parlons d'abord de l'affectation. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entités territoriales décentralisées qui ne reçoivent pas ce qu'ils devraient recevoir conformément à ce qui est prévu par la loi. Parce que comme vous le savez, la loi dit qu'il y a 50% qui revient à l'État central, il y a 25% qui revient à la province, il y a 15% des recettes minières qui reviennent à l'entité territoriale décentralisée concernée. La clé de répartition n'est pas respectée. La clé de répartition n'est pas respectée. Et il y a une faiblesse dans notre loi, c'est qu'il n'existe pas un dispositif contraignant. C'est-à-dire que comment est-ce que l'entité territoriale décentralisée peut, par exemple, introduire un recours juridictionnel contre le ministère des Finances pour pouvoir réclamer ce qui lui revient des droits.
Donc nous voyons là qu'il y a nécessité, par exemple, d'amorcer quelques réformes législatives, ne serait-ce que ciblées, d'abord sur les codes miniers, et pourquoi pas aussi construire d'autres instruments juridiques, d'autres corpus juridiques fiscaux qui permettent à ce que la RDC puisse bien collecter les recettes minières. Je voulais, avant d'essayer de vider la saisine, revenir sur une proposition que j'ai entendue des sociétés civiles que j'ai trouvée assez intéressante, celle qui consiste par exemple dans l'idée d'assainir les dispositifs de collecte des recettes minières. Pourquoi ne pas avoir par exemple une régie commune, une autorité des revenus? Oui, par exemple comme ça. C'est qu'il y a faute. Oui, par exemple comme ça, une autorité des revenus. Ouais. Avoir une structure qui centralise les recettes minières. Unification, cela pourrait être un début de solution. Est-ce que ça sera possible? Oui, je crois que c'est possible. Malheureusement, ce n'est pas seulement une question qui concerne des politiques. Si on associe les techniciens, la société civile à ces débats, on peut arriver à mettre en place une structure qui canalise tout, sans pour autant faire perdre l'emploi à tous les agents qui sont dans différentes régies financières. Le président de GRNF l'a dit tantôt, nous sommes un pays à vocation minière, mais les ressources minières sont épuisables. Il faut vraiment des réflexions prospectives pour voir comment est-ce que nous pouvons assurer le présent, mais aussi assurer les futurs. Voilà, merci beaucoup Monsieur Orly. Je crois qu'avec ce que Orly a évoqué, il faut l'assainissement de la chaîne. Et aussi, il propose l'autorité unique, n'est-ce pas, des régies pour pouvoir gérer, n'est-ce pas, toutes les recettes. Cela peut aider à bien mobiliser nos recettes dans le secteur minier et répondre à cet enjeu de développement durable. Mais à ce stade, M. Gustave, puisque nous tendons déjà vers la fin de notre émission, qu'est-ce que vous pouvez faire comme recommandation? Les recommandations sont nombreuses, mais si je m'en tiens à ce que nous avons dit dans les rapports, je demande au président de la République, c'est lui qui a été élu, d'ouvrir l'œil sur les secteurs miniers. Il y a beaucoup de fraude fiscale, il y a des coulages de recettes, il y a des gens qui s'approprient tout ce que le peuple pouvait avoir. Vous comprenez, parce que quand un inspecteur des mines va enquêter, au lieu d'enquêter avec rigueur pour l'intérêt du pays, il le fait avec complaisance et il reçoit des pots de vin, des corruptions. Ce qui dérange quand on est agent public, c'est pour servir d'intérêt public, pas servir son ventre, pas servir son parti politique. Non. C'est pour servir d'intérêt public, d'intérêt commun. Je me rallie aussi aux différentes recommandations que nous avons lues dans le rapport d'AfriWatch de 2024, qui sont des bonnes recommandations. Si elles sont mises en œuvre, je crois que le secteur minier va beaucoup mobiliser. Parmi lesquels? Il y a la digitalisation intégrale des opérations de la chaîne de la recette minière à tous les échelons de la prospection. Il y a l'équipement des administrations intervenantes. Il faut équiper, il faut mettre un terme à la fragmentation fiscale par, comme ce que Orly a dit, unification des services percepteurs au sein d'une autorité unique des revenus. Il y a la responsabilisation et l'autonomisation des ETD. Il faut encourager l'utilisation de la Logirad par tous les services concernés. Là, c'est pour renforcer l'implémentation de la Logirad dans toutes les administrations intervenantes et veiller à son utilisation obligatoire. Toutes ces recommandations AfriWatch depuis septembre 2024, donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, presque une année de plus. Il y en a qui sont un peu appliquées. Et d'autres pas encore. Par exemple, l'utilisation de la Logirad, on applique ça, mais pas à 90%. L'utilisation est encore lente. Et moi, j'insiste, maintenant comme GRNF, j'insiste sur la transparence. La transparence. Voilà. Merci beaucoup, Président. Donc, vous demandez à ce que la présidence puisse ouvrir l'œil sur les secteurs miniers
Vous avez associé les autres recommandations de AfriWatch et en tant que président des GR9, journaliste pour les ressources naturelles et la fiscalité, vous demandez qu'on puisse marteler sur la transparence dans la façon, n'est-ce pas, de travailler dans toutes les administrations. Monsieur Orly, à ce niveau, qu'est-ce que nous pouvons faire comme recommandation, puisque les soucis est qu'à travers cette émission à la RTGA, sur la fréquence de 88.1, nous voulons sensibiliser tous les services pour que la mobilisation des recettes dans le secteur minier puisse répondre et amener au développement durable. Qu'est-ce que nous pouvons recommander? Merci beaucoup, M. Jean-Pierre. J'adhère à tout ce que le président des JRNF vient de donner comme recommandation, mais aussi tout ce que AfriWatch, dans son étude, a essayé de proposer. Mais je voudrais tout de même attirer l'attention des différents échelons décisionnels sur un certain nombre d'aspects. Je reviens sur ce que le président avait dit, par exemple, en ce qui concerne le président de la République. Je crois qu'en tant que père de la nation, le président de la République a un grand rôle à jouer dans la mobilisation des recettes minières en République démocratique du Congo. Et moi, la recommandation que je peux lui adresser, c'est de pouvoir, à l'instar de toutes les cellules qui ont été créées au sein de son cabinet, pourquoi ne pas mettre en place une cellule multi-acteurs, une cellule dédiée au secteur minier qui va fonctionner comme une sorte de cadre de concertation à l'intérieur duquel on va retrouver la société civile, on retrouve les services étatiques, pourquoi pas aussi les entreprises, les opérateurs miniers. Comme nous le savons tous, nous sommes en Afrique. Nos dirigeants, parfois, ne sont pas informés de beaucoup de réalités des terrains. Alors, ces cadres-là pourra, à coup sûr, permettre au président d'être informé sur tout ce qui se passe sur les terrains. À la première ministre, le ministre doit s'impliquer aussi dans la transparence, dans le développement du secteur. Mais précisément, le premier ministre doit veiller à un certain nombre d'exonérations et des régimes préférentiels dont continuent à bénéficier jusqu'à aujourd'hui un certain nombre d'entreprises et de projets miniers en violation flagrante de la loi. Mais aussi, vous avez posé une question au président des JRNF sur les minerais stratégiques. Vous avez parlé de la transition énergétique. Le monde est en train de connaître ces mouvements-là et nous avons la grâce d'avoir un pays qui regorge un certain nombre, je dirais même les gros, des minerais de la transition énergétique. Alors aujourd'hui, je lisais le code minier avant de venir. Je me suis interrogé sur les minerais stratégiques justement. Alors les codes miniers de notre pays n'énumèrent pas les minerais stratégiques. Mais le code minier donne la latitude à la première ministre au regard des enjeux de pouvoir classer les minerais. Il y a deux catégories, les minerais stratégiques, une réserve de minerais qu'on peut réserver. Alors je pense que le premier ministre a intérêt au regard des enjeux actuels de pouvoir prendre ces décrets-là pour classer un certain nombre de minerais en minerais stratégiques. Mais il n'y a pas que classer, mais il y a aussi toute une politique de commercialisation qui va découler de ces décrets-là et ça nous permettra de mobiliser encore plus de recettes. Vous avez vu récemment ce qui s'est passé avec les cobalt. Nous avons suspendu l'exportation parce que c'est nous qui avons... Aujourd'hui, les minerais se constituent un enjeu géostratégique. Ouais. Celui qui en dispose peut dicter sa loi. Hier, les marchés dictaient la loi. Mais quand on a suspendu l'exportation, ça nous a permis de dicter la loi. Aujourd'hui, allez voir les recettes que génère une tonne aujourd'hui du cobalt. C'est de loin plus que c'était à l'époque. Mais aussi, j'aimerais revenir sur la nécessité, là maintenant je parle du gouvernement, la nécessité de faire l'exploration minière. C'est très important. Il ne faut pas seulement laisser les expatriés venir nous dire qu'à partir du permis de recherche dont nous disposons, nous avons trouvé telle ressource, tel minerai. Voilà, maintenant nous voulons passer à l'exploitation. Alors les pays doit beaucoup, le gouvernement doit beaucoup financer la recherche géologique afin que nous puissions avoir une idée précise sur les potentiels géologiques du pays. Ça va encore nous aider à pouvoir asseoir une bonne politique en la matière. Mais aussi, j'aimerais aussi parler de la transparence dont le président a parlé. Ça fait aujourd'hui plus d'une année que l'ITIE, nous avons adhéré à l'ITIE en 2005, mais il y a nous, comme journalistes, comme acteurs de la société civile,
nous constatons qu'il y a un retard criant dans la publication des rapports des litiers. Qu'est-ce qui se passe? Et le gouvernement doit s'impliquer aussi. Mais aussi, les régies financières, les services étatiques doivent, conformément à la loi, publier les données relatives au secteur minier. Nous en avons amplement besoin. C'est très important. Je vais finir par la société civile qui doit renforcer les contrôles citoyens. Il faut qu'on appuie vraiment les organisations de la société civile pour pouvoir renforcer les contrôles budgétaires, les contrôles citoyens. C'est quelque chose de très important. Et je vais vraiment, vous allez me les permettre, je vais chuter par une réforme qui s'avère aujourd'hui très importante, c'est la réforme légale. Alors il faut une réforme, ne serait-ce que ciblée du code minier pour pouvoir, j'ai parlé tantôt ici du non-respect de la clé de répartition. Alors il faut, les gouvernements centraux ne respectent pas la clé de répartition. Mais les ETD, de leur côté, n'ont pas un moyen contraignant. Alors, si déjà le code minier dit par exemple que voilà les recours juridictionnels, voilà la juridiction à laquelle l'ETD peut se référer en cas de non-respect, ça va permettre à répondre à votre question, à traduire vraiment les potentiels miniers du pays en développement concret sur terrain. Et même les régimes fiscaux, les régimes déclaratifs. Exactement. Il doit changer. Merci beaucoup. Il y a énormément de choses à revoir. Merci beaucoup, M. Orly Kiamboukulu et Gustave Chubombu. Je rappelle que Gustave est président de la Corporation des journalistes pour les ressources naturelles et la fiscalité et Orly est le vice-président de cette corporation. Je vous dis merci pour avoir répondu à notre invitation pour traiter de ce thème, la mobilisation des recettes dans les secteurs miniers en RDC, les enjeux, les défis et les perspectives. Je vous dis merci à vous les auditeurs. Je vous dis merci à toutes les auditrices de la RTGA. À la présentation de l'émission, à la découverte, c'était Jean-Pierre Katenda. À la régie, Yannick Mahamba. Je vous souhaite une bonne continuité avec la RTGA. ebongi tozala na mbongo ya makasi mpona lokumu ya mboka osolo eza elembo yango nde thermometre ya ekonomi ya mboka na yo ebongi tozala na mbongo ya makasi tolenge ya